Comment imaginer que des humains agissant dans des conditions, le plus souvent dans la maladie grave, d'une complexité énorme, avec des contraintes énormes, aussi bien de personnel que de technique, comment imaginer qu'il n'y aurait pas d'erreur? Dès que j'entends le mot erreur médicale, je pense à l'erreur que j'avais faite, qui est une erreur infirmière. C'est un sujet extrêmement complexe, c'est un sujet complexe, un sujet tabou et un sujet douloureux, si je devais le qualifier, puisque c'est quand même quelque chose c'est une peur qui est omniprésente dans la pratique des soignants. Et à la fois, il y a un certain nombre de mécanismes qui peuvent échapper et qui font qu'on peut se retrouver en situation d'erreur médicale. C'est un accident dans le parcours de soins. Une erreur, c'est ça, c'est un accident dans le parcours de soins. Plus les choses sont complexes, plus le risque qu'une erreur s'insinue dans le processus est grand. Et donc c'est une préoccupation permanente, sachant que le risque d'erreur médicale peut avoir des conséquences dramatiques. Les erreurs, c'est rarement un individu. Une procédure médicale, c'est une chaîne. L'erreur, c'est la confrontation à notre propre vulnérabilité, quand même, quelque part. C'est là où on ne va pas être ce bon technicien dont vous parlez, cette personne archi-compétente qui a tout mis en œuvre, etc. C'est une forme de vulnérabilité, qu'elle soit collective ou individuelle, peu importe, la question n'est pas là, mais c'est quand même à ça que ça nous confronte. On peut ôter la vie de quelqu'un sur une erreur, anéantir à jamais une famille. L'erreur est un traumatisme pour les parents, mais l'erreur est toujours un traumatisme pour les soignants. Quand elles sont graves, peut-être plus encore, mais de toute façon. Je voudrais à aucun prix revivre ça. Déjà, le faire vivre à une famille, refaire revivre ça à une famille, je pense que, j'imagine pas. Quand j'ai rencontré Dominique Davout, j'ai tout de suite accepté de partager avec elle ce film. Un film où des questions fondamentales se posent. Quand l'erreur survient, comment faire? Quoi dire? À qui en parler? Faudrait-il mieux se taire? Soignants, comment garder confiance en soi? Parents, comment continuer à faire confiance à ces équipes impliquées, engagées, auprès d'enfants gravement malades? Tant de questions qui lient ou délient le rapport entre soignants, parents et enfants. En racontant les histoires de Nicolas, de Raphaël et de Capucine, en laissant résonner leur complexité sans recette ni leçon, j'ai voulu comprendre comment, malgré l'erreur, la relation entre famille et soignant peut et doit continuer. Donc Nicolas, en fait, j'ai découvert quand il est venu participer au groupe qu'il avait relevé et qu'il avait vécu ce que lui qualifiait, ce qui sont un certain nombre d'erreurs, qu'on pourrait qualifier de petites erreurs, sur des poches, par exemple, de parentérale, c'est des poches d'alimentation, la parentérale, qui étaient périmées, ou des poches de parentérale qui n'étaient pas à son nom. Je suis arrivée un matin et machinalement, j'ai regardé le médicament qui était en train d'être injecté. Je savais très bien comment ça se passait, que dans la nuit, il lui mettait une poche de nutrition. Mais dans cette poche de nutrition, il y a pas que de la nutrition. Il y a des médicaments, il y a des dosages de vitamines personnalisés. C'est personnalisé, hein. C'est pas une poche de nutrition X que reçoivent tous les enfants, hein. Elle est adaptée à l'enfant en question, elle porte son nom. Là, elle portait bien son nom, mais la date était dépassée. Le personnel soignant s'est demandé comment cette pochette avait pu arriver là. Parce que normalement, elle n'aurait jamais dû arriver là. D'abord, elle était périmée. Donc si elle était périmée, elle aurait dû déjà être détruite bien avant, ce qui n'était pas le cas. Après, on s'est demandé, mais quand bien même cette pochette n'aurait pas dû se trouver à cet endroit-là, dans quelles conditions a-t-elle été conservée? C'est-à-dire, normalement, elle est conservée au frais, de manière à éviter de se déprécier. Donc beaucoup d'interrogations, et l'équipe infirmière, l'équipe soignante a enquêté, a recherché, et elle ne s'est pas expliqué comment cette pochette pouvait s'être trouvée à cet endroit-là, et qu'une infirmière ait pu la prendre et l'administrer. Et après, je me souviens très bien avoir rencontré le médecin qui est venu dans le poste de soins. C'est important de dire aux familles, quand survient une erreur
pas obligatoirement dont les conséquences sont importantes, mais une erreur dont collectivement il faut qu'on puisse parler, qu'on puisse adapter nos stratégies, qu'on puisse parfois modifier le traitement ultérieur. Là, je crois qu'il est vraiment important de parler aux familles, parce que sinon c'est la confiance qui va être mise en doute. Elle était rassurante. Elle a dit oui, effectivement, la poche de soins, la poche de nutrition est périmée, je vous le confirme. Elle n'aurait jamais dû être posée. L'erreur, elle a été admise, elle a été acceptée en tant que telle. C'est déjà important. Il n'y a pas eu de faux fuyants sur les poches de nutrition. Donc là, le personnel a bien admis son erreur. Là, c'est clair. Une autre erreur qui a été faite, c'était cette ponction lombaire supplémentaire. Nous, en tant que parents, elle ne nous a pas trop inquiétés. Mais lui, il l'a très très mal vécu, parce que lui, en tant qu'ado, déjà, ça fait mal, il le ressent dans son corps. Lui, c'était dans son corps qu'il le ressentait. Il n'avait pas cette projection dans sa maladie parce qu'il avait choisi de vivre sa maladie comme ça au jour le jour. D'une manière générale, on était vraiment ensemble, je pense, avec mon épouse, avec notre fils, également avec l'équipe soignante. Je pense que l'un des points clés, nous, en tant que parents, qu'on retient, c'est qu'il faut absolument qu'une confiance très forte s'établisse dès le début entre tout ce monde-là, pour que ça fonctionne, et pour qu'on monopolise notre énergie dans le même sens. C'est un jeune garçon qui a toujours été en confiance avec l'équipe, et donc pour lui, finalement, il avait intégré que le risque d'erreur faisait partie de la vie, de notre métier médical aussi. Il avait eu à construire, en fait, autour de cette constatation de petites erreurs, il avait eu à construire un raisonnement qui lui permettait de se dire que ce n'étaient pas des erreurs importantes et qui lui permettait de maintenir sa confiance. Et c'est ce qui était extrêmement important pour Nicolas. Je ne pense pas qu'on était des parents difficiles, on était plutôt des parents avec lesquels la communication s'est bien établie. De même, notre fils, je pense qu'il a pu mettre en place très rapidement des liens de confiance, une bonne communication avec l'équipe soignante. On n'a pas à se plaindre, nous, des erreurs qui ont été faites parce qu'elles ont été bien traitées. Et aussi parce qu'on a eu la chance, c'est vrai, il faut le dire, qu'elles ne soient pas lourdes de conséquences sur la santé. Mais finalement, ça revient au même. Sur le fond, l'erreur, elle doit être dite, elle doit être traitée, et elle doit être reportée ensuite vers la famille, vers l'enfant, pour qu'elle soit vécue, et traversée. Raphaël a été hospitalisé à Trousseau depuis à l'âge d'1 an. Et donc il était en rémission après 5 mois d'hospitalisation. Et on revenait tous les mois pour faire une semaine de traitement. Toutes les semaines. Ah, c'était toutes les semaines, oui. D'un nouveau protocole. En hématologie, on fait nous-mêmes le calcul quand on doit injecter une chimiothérapie. Et donc, il y a un premier calcul qui est fait par une infirmière, qui ensuite est contresigné par la collègue avec qui on travaille, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. J'ai fait ce calcul, je me suis trompée dans le calcul, j'ai mal placé ma virgule, et j'ai été contresignée par ma collègue, et j'ai injecté, du coup, la mauvaise dose à un enfant. J'avais pas beaucoup d'expérience, ça faisait qu'1 an et quelques que j'étais dans le service, donc j'avais pas un recul énorme, mais c'était un protocole qu'on faisait pas mal ces derniers temps. J'avais eu l'occasion de l'injecter un certain nombre de fois, et là, j'injecte la seringue et je me dis, c'est pas possible, j'injecte beaucoup trop. Je suis en train de beaucoup trop injecter. Et en fait, au lieu d'enlever ma seringue, au lieu d'arrêter mon geste, j'ai continué. Et j'aurais dû arrêter. J'aurais dû retirer la seringue. Mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, on est en pédiatrie. Piquer déjà une première fois un enfant, c'est pas évident. Il faut négocier avec l'enfant, il faut jouer avec lui, oui, ça va faire mal, c'est une piqûre. Donc voilà, c'est du temps, ça demande du temps. Et c'est le docteur Auvrignon, on était en train de déjeuner, qui nous a appelés en nous disant que voilà, il fallait qu'on vienne d'urgence
et qui nous a clairement dit qu'une des infirmières s'était trompée dans le dosage et que il savait pas comment il allait réagir, qu'il était sous surveillance pendant 72 heures. L'erreur était, on va dire, simple. C'était une erreur de dosage. Elle a été annoncée de manière immédiate, directe, et il n'y avait pas de complications dans la communication. C'était bien. Moi, j'ai. Et ils n'ont pas cherché à nous cacher des choses. Enfin, ça a été clair. On sait que l'infirmière s'est trompée. Comment on allait gérer concrètement de cette erreur, puisqu'effectivement, c'était une erreur qui pouvait avoir des conséquences avec des risques au niveau respiratoire et au niveau cardiaque, transitoires, mais des risques réels qui justifiaient de mettre en place une surveillance. Moi, je l'ai pas perçu comme quelque chose de vraiment grave. Ça m'a pas traumatisé. La première m'a pas traumatisé. Moi non plus. C'était plus, en fait, après moi, une perte de confiance dans le corps médical. Ça a été déjà la faille, paf. En disant, mince, voilà, c'est possible. Pour moi, de se dire que injecter 10 fois plus de produits et que l'infirmière s'était trompée dans la virgule, pour moi, c'était le truc. Et qu'une deuxième personne valide cette erreur, je me dis, mince, ça fait peur, quoi. Ça fait vraiment très peur. Raphaël n'a jamais montré des signes de souffrance. Ça, c'est vraiment, pour moi, l'élément qui a fait que ça s'est passé presque... Enfin, j'en retiens pas de souvenirs particulièrement douloureux, parce que quand on est à ce point, quand on est soumis à des contraintes aussi importantes, avec Raphaël qui est violé dans son corps de manière quasi permanente, on est vraiment... on souffre avec son enfant, on est complètement... On fait qu'un avec son enfant, avec sa souffrance, et c'est la première chose. On est complètement imprégné de ça. Et pendant cet épisode-là, il n'a pas montré de souffrance particulière. Ça m'a fait prendre conscience quand j'ai fait cette erreur-là, parce que j'en avais pas conscience. J'étais dans le faire, je venais d'avoir mon diplôme, alors voilà, je faisais mes soins, je jouais avec l'enfant, je rigolais avec l'enfant, il n'y avait jamais eu de problème. Jusqu'au jour où là, il y a eu un énorme problème, j'ai fait cette erreur. L'enfant pouvait mourir. Enfin voilà, je me suis pris ça en pleine claque. Je me suis dit, attends, tu vas peut-être tuer quelqu'un. Il y a quand même un risque vital qui est omniprésent pour ces enfants. Et donc, on va donner des traitements extrêmement lourds. Donc évidemment, la peur de faire une erreur, elle est omniprésente pour les soignants. Et je me suis dit, mais je vais finir en tôle. Ma place, elle est en prison. Parce que je suis même pas capable de faire bien mon métier. Après, la peur, si elle est omniprésente, elle peut devenir dérangeante et empêcher de prendre les bonnes décisions au bon moment. Je me suis pas sentie jugée, et c'était aidant de pas se sentir jugée. Parce que je sais pas si j'aurais pu continuer ma carrière d'infirmière, si en plus j'avais eu des critiques de la part de mes supérieurs, de la part du médecin. Sincèrement, je sais pas. J'ai su de manière détournée qu'eux aussi ne voulaient plus que je m'occupe de Raphaël le lendemain. La maman, je crois qu'elle a dit j'ai besoin de prendre de la distance. Et moi, j'avais besoin de prendre de la distance parce que j'avais honte. Et j'osais pas les voir, ces parents-là. Donc, j'avais pas le courage le lendemain matin de mettre les pieds dans cette chambre. Alors que la veille, j'avais demandé aux parents, j'ai fait l'erreur, est-ce que vous acceptez que je m'occupe de votre fils toute l'après-midi? Je comprendrais que vous me mettiez hors de la chambre à coups de pied. Et en fait, ils ont accepté que je m'occupe de lui toute l'après-midi. Mais le lendemain, par contre, je pouvais plus, et eux non plus. C'est une responsabilité collective que cette erreur. Collectivement, on va chercher quelque chose pour sortir ensemble de l'erreur. C'est une responsabilité collective que d'informer les parents. On va voir les parents ensemble, y compris le soignant qui serait directement impliqué dans l'erreur. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est le collectif qui permet de sortir d'un sentiment individuel. Peut-être que j'aurais aimé avoir une réunion après. Pas dans l'instant, pas juste après. J'aurais vraiment pas pu. Ça aurait été vraiment très, très, très difficile pour moi de revoir ses parents dans les jours qui ont suivi cette erreur.
Maintenant, avec l'expérience, avec mon bagage, quelques années après, pourquoi pas revoir cette famille, m'excuser devant eux, face à eux. La demande principale de la famille, c'était quelles mesures allez-vous mettre en place pour que cette erreur ne se renouvelle pas et que des procédures, des contrôles supplémentaires, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de contrôles dans le cadre de la famille de Raphaël, soient mis en place pour éviter que cette erreur se renouvelle. Peut-être on était des parents particulièrement expressifs par rapport à ça, enfin, comment dire, exigeants, ou enfin on ressortait, notre attitude témoignait, notre engagement témoignait de notre tension et notre bataille pour la vie de notre enfant. Et c'est vrai que les parents de Raphaël étaient des parents, je pense, qui étaient très exigeants. Il y a beaucoup de parents qui, au moment de l'annonce d'un diagnostic de cancer, se sentent complètement dépossédés de leur place de parents, de leur rôle de parents. Et c'était des parents qui voulaient vraiment être très acteurs dans les soins de leur enfant, donc qui étaient très exigeants en niveau d'information et qui ensuite ont été très exigeants par rapport aux soins qui étaient réalisés pour leur enfant. Et je crois que c'était une façon pour eux de reprendre du contrôle sur la vie de leur enfant et sur ce qui était en train de se passer. Et l'une des façons dont ils reprenaient du contrôle, c'était d'une certaine manière en contrôlant tout ce qui était fait comme soins, toutes les perfusions qui étaient appliquées pour leur enfant. Et ça, c'est parfois vécu difficilement par une équipe parce que c'est vécu comme du contrôle négatif et pas comme effectivement une façon pour le parent d'être acteur autour de la maladie de leur enfant. On était impliqués, et très pointilleux. Et ça, c'est une manière de se protéger, en sachant que l'erreur est humaine, d'essayer de la minimiser aussi. La deuxième erreur, après la greffe, Raphaël déjà ça a été assez long. Il a eu une hospitalisation assez difficile et puis il est rentré à la maison. Les premiers mois qui suivent la greffe, les enfants sont vus de façon hebdomadaire sur Robert Debré, en hôpital de jour, pour vérifier qu'il n'y a pas de complications qui interviennent et surveiller l'évolution. Voilà, donc il avait encore beaucoup de traitements, mais bon, il était à la maison. Et il y avait une infirmière qui venait tous les jours à la maison. Il est vrai que assez vite après son retour à la maison, après cette deuxième sortie donc, de l'hôpital, les parents informent les soignants du mauvais état nutritionnel de Raphaël. Et cette information, elle est répétée à chaque séance d'hôpital de jour et elle est d'ailleurs bien tracée dans l'observation médicale, et les parents répètent à chaque fois qu'ils ne mangent vraiment pas, de moins en moins, parfois même il vomit ses médicaments. Et ce qui est terrible, c'est qu'il avait des vitamines à l'hôpital tout le temps, et à la maison il n'y en avait plus, donc, et il ne mangeait plus. Donc ça je l'avais signalé, mais après je me suis dit, je ne suis pas médecin non plus, donc on se pose des questions, mais voilà, donc j'ai alerté et il n'y a pas eu de réponse. Quelques semaines plus tard, lors d'une séance programmée d'hôpital de jour, mon collègue m'appelle, j'étais en consultation, et il m'appelle, il me dit « il faut venir voir Raphaël, il n'est pas bien, il a des troubles de la vigilance, il n'est pas vraiment dans un coma profond, mais il a un contact qui est modifié et j'ai un examen neurologique qui n'est pas normal. » Il s'est mis à convulser, les yeux qui clignaient, révulsés comme ça, et donc on a vu avec des mouvements nerveux répétitifs, voilà. C'est un problème neurologique grave. En fait. Bien entendu, comme à chaque fois, il y a un temps d'explication avec les parents. On leur exprime notre inquiétude par rapport à ce tableau neurologique, la nécessité d'une prise en charge en urgence, la nécessité de le transférer en réanimation. Et là, c'est déjà aussi une forme de difficulté pour les parents parce que l'enfant ne va pas être pris en charge dans l'équipe qui le connaît. Je l'ai vu, c'est la première fois que j'ai vu le médecin qui s'occupait de lui, vraiment dans, la panique c'est un grand mot peut-être, mais dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Cette phase d'hésitation qui rajoute à l'angoisse, bien entendu, parce que les parents sentent bien qu'on n'est pas rassurés de ne pas comprendre ce qui se passe. On n'est pas rassuré, ce d'autant que Raphaël s'aggrave.
et que tant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas mettre en place de traitement étiologique et donc espérer une amélioration. Un médecin neurologue l'observe alors qu'il était vraiment au stade ultime et diagnostique un manque, une carence de vitamines en fait, qui était évidemment le résultat, évidemment, après coup c'est toujours plus facile, qui était le résultat de ce manque d'alimentation, ce déficit d'alimentation qui avait précédé pendant 1 mois et demi, 2 mois. Bon, on le vit mal parce qu'on se dit qu'on a fait subir à l'enfant et à ses parents une complication qui aurait pu être gravissime. Parce que le risque à terme, si on ne faisait pas le diagnostic, c'est qu'il peut y avoir un arrêt cardiaque brutal, non récupérable. Et là, même les vitamines données rapidement ne permettent pas de corriger cette complication cardiaque à ce moment-là. Ça paraît finalement tellement gros, quoi, que oui. il est nourri en parentérale. C'est-à-dire il ne se nourrit pas par voie orale depuis qu'il a été greffé, donc depuis plus de 6 mois. On lui enlève cette parentérale d'un coup, il se retrouve à la maison, il mange rien. C'est presque inenvisageable qu'il n'y ait pas ce qu'il faut, qu'il soit pris en compte. Enfin, j'arrive toujours pas à le comprendre, quoi. L'erreur, elle est grandiose. Ils nous avaient dit. Pourquoi, lorsqu'ils nous l'ont dit, on n'a pas déroulé tout ça? Donc, je comprends que les parents souhaitent que l'on reconnaisse simplement par une phrase qui est « c'est une erreur médicale », parce qu'eux, ils ont fait l'effort de nous informer. Eux, ils n'ont pas été défaillants. On leur a dit « voilà, votre enfant sort à la maison, voilà ce qu'il faut surveiller, signalez-nous tel et tel événement ». Ils ont joué leur rôle, pleinement leur rôle. Ils nous ont tout dit et ils nous l'ont répété. Quand il est sorti, quand on est allé à Margency, pour moi, j'enregistrais toujours pas ça objectivement comme une erreur, mais plus comme un aléa, comme on en reconnaît aussi beaucoup, et non pas quelque chose qu'on aurait dû faire et qui n'a pas été fait, mais plus un aléa, voilà. Il y a eu cette carence qui l'a amené aux portes de la mort, il a été sauvé. Il est vrai que j'aurais dû, probablement, de façon très simple, dire c'est une erreur médicale et après donner toutes les explications de la perfusion sans vitamines, etc. Mais peut-être pour bien asseoir les choses et pour être plus clair encore, j'aurais dû prononcer cette phrase-là clairement avec les parents. Ils ont changé maintenant le protocole et ces vitamines-là sont prescrites systématiquement aux enfants, d'après ce que j'ai compris. Donc au moins, ça a eu le... Mais disons qu'on a appris que ça avait été identifié comme une erreur, ouais. Traité, que des choses avaient changé dans les protocoles, que donc tout un processus de correction, d'identification de l'erreur, de correction avait été mis en place. Nous, on n'a jamais été informés. Ce qu'on pensait avoir bien fait, finalement, on ne l'a pas si bien fait que ça, et qu'on restait dans une attente, et que c'était dommage. Parce que lorsque nous avons fait, en tout cas au niveau de l'équipe et moi-même, lorsque nous avons fait le constat de la carence vitaminique chez Raphaël, on avait bien conscience que c'était une erreur. Ils ont failli faire disparaître notre enfant. Donc, et le fait de rien dire, c'est vrai que c'est comme si ça avait amplifié tout. De dire qu'une erreur a été commise, je ne pense pas ça. C'est plutôt au contraire, à mon avis, nécessaire pour maintenir la confiance paradoxalement. Je pense que l'honnêteté est un élément important. On est tellement préparé dans ces circonstances à ce que le pire se produise ou qu'il y ait des aléas. Même on est préparé, mais en même temps c'est inacceptable. Les séquelles à long terme, on ne sait pas s'il y en a vraiment ou pas. Raphaël a toujours des difficultés aujourd'hui de comportement, psychologique, peut-être plus des troubles du développement importants, dont on peut imaginer que certains sont liés à cette erreur, à cet accident. On sait qu'entre entre 1 an et 3 ans, le cerveau, un enfant il se construit. C'est une période vraiment et que ce déficit, cette erreur, on ne peut pas s'empêcher maintenant, quand on voit tous les problèmes qu'on a maintenant avec lui, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça a peut-être un lien.
une histoire terrible, mais qui est encadrée par des belles choses. La première belle chose, c'est 6 mois de vie intense et profonde, avec un service, une équipe, tout spécialement un médecin, le médecin qui s'occupait de Capucine. C'était une jeune fille de 14 ans qui était hospitalisée pour une leucémie aiguë lymphoblastique, une forme assez sévère, pas les meilleurs pronostics. Et la résistance au traitement faisait qu'on a été obligé de faire une greffe de moelle osseuse. Donc on a trouvé un donneur compatible dans le fichier et on a fait cette greffe. La moelle est arrivée, elle est en chambre stérile, elle est greffée. Je suis là, à côté d'elle, pendant le temps où passe cette petite poche qui paraît tellement presque ridicule par rapport à tout ce qu'on attend. C'est juste une petite poche et une transfusion qui se fait tranquillement dans le sang. On était quelques jours après la greffe, 3 jours environ après la greffe. Et normalement, pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle une GVH, c'est-à-dire que les cellules de la greffe attaquent le receveur, un des traitements qu'on donne pour éviter ça, c'est du méthotrexate. Et le méthotrexate, il a la particularité de pouvoir être donné soit en milligrammes dans ce contexte, donc des toutes petites doses, c'est en fait un agent immunosuppresseur qui évite cette réaction, mais il peut être aussi donné à très forte dose en grammes, notamment dans les traitements de leucémie. Et Capucine avait eu dans ses antécédents, quand on avait traité sa leucémie, bien avant la greffe, des grammes de méthotrexate comme il faut. Et là, on est donc 3 jours après la greffe et je prescris méthotrexate 8 mg. Une infirmière prépare, une infirmière contresigne et l'administration se fait. 2 soirs de suite, par les 2 mêmes infirmières, d'une dose de médicaments qui a été une dose de médicaments, 1000 fois la dose. Par la suite, il était prévu de faire 2 jours après une deuxième injection de ce médicament, méthotrexate, une nouvelle fois à 8 mg. Et ce qui s'est passé, c'est que entre les 2 jours, la maman de Capucine m'a dit « il y a quelque chose qui ne va pas ». Rien de ce qui nous avait été dit ne correspondait à ce qui se passait. Capucine se met à exprimer que ça ne va pas, que ça lui fait mal, que ça la brûle. On nous avait bien prévenus de ce que représentait la greffe et c'était hors de propos. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. À la fin du week-end, elle a commencé à aller mal, effectivement. Et ce que me disait la maman la veille ou l'avant-veille a commencé à s'avérer vrai le dimanche. J'ai vu sa créatinine monter de plus en plus, son état se détériorer. Donc on a tout investigué, on a fait des analyses dans tous les sens et je ne comprenais pas ce qui était en train de passer et j'avais beau retourner tout. Je me disais, bon, il y a peut-être une insuffisance rénale qui est en train de s'installer, vivement lundi, qu'on puisse tous en discuter ensemble, évidemment. Donc c'est sur cette toile de fond d'une souffrance extrême qu'elle ressent depuis 2 jours, sans qu'apparemment il soit fait grand-chose pour la soulager, comme si les choses étaient normales, et donc un sentiment pendant 2 jours de ne pas être entendu en tant que parent. De bien voir que le service répond, que les gens viennent, qu'elle n'est pas abandonnée, mais de ne pas être entendue dans l'anormalité de ce qui se passe. Et le lundi matin, je me rappellerai toujours, la surveillante m'appelle, me demande d'aller dans son bureau, et là, dans son bureau, se trouve la pharmacienne. Et la pharmacienne était agitée, si je puis dire, et elle disait, il y a un problème, les doses de méthotrexate ont disparu, et c'est des doses en grammes qui étaient prévues pour une chimiothérapie cette semaine, et il n'en reste plus. Et la seule personne qui a reçu du méthotrexate ce week-end, c'est Capucine. Le lundi matin, je dirais que la bombe explose dans le service. Je vois que son médecin qui la suit arrive vers nous, mais dans un état de fébrilité totale. Et nous sommes prévenus, les parents, que nous sommes convoqués dans le bureau du chef de service. Ce qu'on sait très bien quand on est dans ces endroits-là, c'est qu'il y a un médecin qui vous suit. Et quand on dit que vous êtes convoqué dans le bureau du chef de service, on sait qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave. Dès que nous avons su ce qui s'était passé, enfin c'est une affaire qui s'est jouée en une journée. Enfin, il y a eu 2 erreurs, mais la perception a été la journée qui a suivi. Évidemment, il y a eu une discussion entre nous, d'abord pour comprendre ce qui se passe, même si c'était vite compris, d'avoir on a eu une très rapide discussion d'établissement des faits. Cette réunion m'a marqué parce que c'était à la fois une belle réunion et une difficile réunion, une réunion très dure, parce que les gens n'étaient pas d'accord entre eux. Et il y avait 2 avis qui s'opposaient. L'avis, il faut dire à la famille ce qui s'est passé, et l'autre avis, non, il ne faut pas dire. Et ce qu'il faut comprendre pour pas que les gens soient choqués, c'est que dans les 2 cas, les tenants des différentes opinions, c'était dans l'intérêt du malade. Si je me permets de vous expliquer,
C'est-à-dire que moi qui étais partisan de dire, je disais, c'est dans l'intérêt du malade et dans l'intérêt de la relation aux soins et dans la vérité qu'on doit au malade, qu'on doit lui dire. Je ne vois pas pourquoi on lui cacherait. Et c'est dans l'intérêt du patient et de la famille de lui dire qu'il y a eu une erreur. Nous avons ce devoir, aussi pénible que ça puisse être pour nous, difficile pour la famille d'entendre ce discours, mais je pense que cacher les choses est une certaine forme d'abord de malhonnêteté intellectuelle, malhonnêteté éthique, et dont les conséquences peuvent être, in fine, en tout état de cause, bien plus désastreuses. Et ceux qui voulaient ne pas dire disaient « mais c'est horrible de dire parce que si jamais elle meurt, et c'est possible, alors les parents vont toujours vivre avec l'idée que leur enfant est mort d'une erreur médicale, alors que si on ne leur dit pas, eh bien, elle sera morte d'une leucémie ou d'une toxicité d'une greffe dans une leucémie, et ça peut être mis sur le compte de la fatalité, et ça peut être mieux admis par des familles. » Ça force un peu plus encore à un devoir de sincérité, et peut-être que quand on est sincère, finalement, on arrive à trouver les mots les meilleurs ou les moins mauvais possibles. Je ne sais pas comment il faut dire les choses. C'est important, le rythme, quand on dit les choses, il faut le dire au rythme où les gens peuvent entendre, et dans le langage, encore une fois, verbal et non verbal, dans la position du corps, dans les hochements de tête, dans le regard, on comprend ce que les gens sont capables de recevoir ou pas. Et il faut s'adapter à ça. Je suis impressionnée par la puissance avec laquelle le chef de service dit les choses posément, clairement, sans hésitation, je dirais, comme un fait médical. Beaucoup de distance et en même temps une forte émotion ressentie à ce moment-là de son côté. Le médecin à côté, qui la suivait au quotidien, bouleversé. C'est presque plus son visage dont je me souviens que de l'annonce. C'est-à-dire que c'est à travers son visage que l'annonce, pour moi, a pris sens. On comprend. Il nous est dit. À vrai dire, est-ce qu'on comprend? Je ne suis pas sûre d'avoir compris tout de suite, mais en tout cas, il nous est dit qu'une erreur a été faite dans l'exécution d'une prescription médicale, 1000 fois la dose, 2 fois de suite, par les 2 mêmes infirmières, un week-end, ce qui interroge aussi le contexte de l'hôpital. Il y a eu vraiment toute cette mobilisation et je pense que ça a été important aussi pour les parents de voir que toutes ces choses dont ils avaient tout à fait conscience qu'elles étaient exceptionnelles aient pu se réaliser. Mais ce n'était pas dans l'idée de se faire pardonner notre faute, c'était dans l'idée, on est vraiment dans une telle situation de détresse que là, franchement, les interdits habituels, si on pouvait passer outre, ça serait mieux quand même. Tout est mis en œuvre pour contrer ce qui s'est passé. Donc il y a une erreur, une faute, elle est grave, c'est tragique pour l'enfant qui souffre énormément et en même temps, tout le monde se mobilise et on essaye de la soulager. Mais on ne lui explique rien. Quelqu'un m'a posé la question « Et l'enfant, est-ce que vous lui avez dit ?» Et honnêtement, je ne me souvenais même pas qu'on s'était posé la question. Tant pour moi, ça me paraissait évident qu'il ne fallait pas le dire à l'enfant. Comment vais-je faire pour retourner auprès d'elle en sachant cette nouvelle et en se demandant très rapidement, mais en demandant quand même, est-ce qu'on va lui dire? À la fin, elle était complètement perdue parce qu'elle nous disait « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et dans son « qu'est-ce qui se passe ?» c'était « mais pourquoi? On ne m'avait pas dit que ça allait se passer comme ça, la greffe. » Et peut-être aussi qu'elle comprenait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et longtemps après, ça reste une question pour moi. Qu'est-ce qu'elle a pensé? Ce qu'elle a ressenti? Elle savait bien que c'était elle ne comprenait plus. Alors elle ne comprenait plus au point de demander quand même plusieurs fois, et chaque fois nous lui répondant c'est les suites de la greffe. Ça ne s'est pas passé aussi bien qu'il aurait fallu. J'ai toujours l'impression que ma voix n'a jamais été juste à ce moment-là. Je ne sais pas ce qu'elle en a compris. Aurait-il fallu lui dire? Je n'en sais rien. Je suis confortable avec le fait qu'on ne lui ait pas dit. Au moment des faits, ça nous est apparu inhumain, probablement. Mais ça se discute. Je m'interroge sur, mais comment est-ce possible que les médecins n'aient pas ou suffisamment cru mon inquiétude, ou pas tout de suite pu réaliser ce qui se passait? Quelque part, je m'en veux un peu parce que, entre les 2 doses, la maman m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai écouté, mais j'ai repris les choses et c'est tellement impensable une erreur comme ça que je ne suis pas allé me dire tiens, peut-être qu'il y a une erreur de dose de méthotrexate. Et puis progressivement, on a vu que les choses allaient de mal en pis, que l'insuffisance rénale était de plus en plus sévère, qu'elle était probablement qu'on n'arriverait pas à s'en sortir,
commençait à avoir des troubles neurologiques, elle avait des troubles cutanés, et elle était dans un état de toxicité tel, elle avait des troubles respiratoires, que malheureusement, progressivement, il y a eu un basculement, et on a vu qu'on n'arriverait pas à sortir Capucine de là, et que malheureusement, elle allait décéder des suites des complications liées à cette erreur. À chaque fois, le seul argument qui fait que l'erreur était pensable, c'est que ce médicament peut être utilisé à des très fortes doses. Donc, injecter à un enfant dans une situation complexe de maladie une dose importante de méthotrexate, ça a du sens, mais pas dans un contexte de greffe. Malgré tout, ça atténue quelque chose pour moi dans le geste des infirmières. Oui, ce n'est pas une aberration totale. Je souhaitais vraiment rencontrer ces infirmières. Comme cela n'a pas été possible, je leur ai écrit. L'une d'elles m'a répondu, et voici sa lettre. Je m'excuse de ne pas avoir répondu plus rapidement à votre lettre, mais j'étais en examen. Je comprends tout à fait votre démarche. J'admire beaucoup la forme de votre lettre et les mots que vous prononcez, tels que « je ne vous en veux pas ». Mais je mesure également à quel point cela doit être difficile, sans avoir un sentiment de haine et de vengeance envers nous. Sachez que je pense toujours très fort à Capucine. Je porte sur ma blouse le Scooby-Doo qu'elle m'a offert. Et je lui ai dédicacé mon mémoire. Mais je pense aussi souvent à vous, son papa, ses sœurs. Les moments douloureux que doivent être pour vous certaines fêtes. Je n'arrive pas à gérer cette situation, cette tragédie. On me signale un manque total de confiance en moi. Je suis sous traitement antidépresseur. Mais qu'est-ce que cela par rapport à votre douleur ? Son point de regret, sur lequel ça achoppe toujours, c'est qu'elle n'a pas rencontré les infirmières. Elle n'a pas pu leur dire, et elle n'a pas pu les entendre. Elle aurait voulu les entendre. Peut-être qu'elle aurait voulu les entendre, qu'elle leur dise « on était épuisés, on était fatigués, c'était un week-end de folie, il y avait plein de soins », et de voir ces infirmières lui tomber dans les bras, parce que je suis certain que c'est comme ça que ça se serait passé. Peut-être que ça, les parents en avaient besoin, et on leur a empêché d'avoir ça, et aussi peut-être que les infirmières en avaient besoin. Il y a eu un point de décision très important qui a été pris, que j'ai assumé complètement, on va dire, et que je ne regrette pas, même si je sais que la maman de Capucine l'a regretté. C'était, qui est venu un petit peu plus tard, c'était pas quelque chose qui s'est passé tout de suite, qui était le désir, que je comprends parfaitement bien, de la famille, de rencontrer les infirmières concernées. Un moment de colère vis-à-vis du chef de service qui refuse, en disant « mais de quel droit ?» Un abus de pouvoir, que je ressens fortement. Cette erreur, c'est le fruit d'une organisation et le fruit d'une charge de travail importante, enfin bref, de tas de facteurs qui dépassent l'individu. Et que mettre des individus, en plus, quand même, infirmières jeunes, relativement fragiles, dans une situation extrêmement difficile, pour laquelle elles ne sont pas préparées et pas très protégées, ça me paraissait trop. Et que la confrontation, c'était un nous collectif. C'est pas de la faute des infirmières, c'est de la faute du service. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire on est tous coupables, dans le sens de diluer la culpabilité. Tous coupables, donc pas de coupables. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que on pense que chacun d'entre nous, médecin ou infirmière, aurait pu faire cette erreur. D'ailleurs, la première chose que je me suis dit, c'est est-ce que c'est pas moi qui ai écrit 8 grammes ? Je vous rappelle, ça a été ma première angoisse. Donc on est tous capables de faire ce genre de grosse erreur depuis qu'on est en cours primaire. On est capable d'écrire 2 × 1 = 1, que 3 + 2 = 8. On est capable tous de ça, malheureusement. Je pense qu'il était absolument légitime qu'elle n'en souffre pas plus que de la propre souffrance qu'elle pouvait ressentir par elle-même, qu'elle ne soit pas pénalisée dans leur carrière. Aujourd'hui, je pense que c'était pas bien. On aurait dû leur donner accès aux infirmières, si les infirmières étaient d'accord. Parce qu'après, si on dit aux infirmières, les parents veulent voir, et que les infirmières disent non, on n'est pas capable d'affronter, bah ok, on va pas obliger quelqu'un. 2 infirmières sont venues me voir en me disant « ce que vous avez fait pour l'histoire de Capucine, c'est honteux ». Alors je dis « ah bon, pourtant, il me semble qu'au contraire, on a protégé les infirmières, et pourquoi c'est honteux ?» Il dit « ben justement, nous, ça ne nous a pas plu du tout. On considère que ces 2 collègues sont responsables du décès de Capucine, et le fait que vous ne les ayez pas punis individuellement, ou que vous n'ayez pas voulu les charger, entre guillemets, eh ben c'est pas bien. 1, pour Capucine, et 2, pour nous, infirmières, parce que ça voulait dire que vous ne nous respectez pas suffisamment professionnellement pour croire qu'on peut être capable de faire une erreur et que cette erreur, on doit la payer.
Je me suis demandé si le procès me remettrait en face d'elle d'une manière suffisante pour que ça réponde à ce besoin de les voir. Non, je me suis dit, on va être dans la justification, on va être dans des plein de trucs, c'est terminé. Je sais tout ce que je voulais savoir. J'ai eu une équipe d'une beauté extraordinaire et d'une force, d'une puissance, d'une capacité d'accompagnement et de reconnaissance. Que demander d'autre ? Ce film prend appui sur les travaux du groupe Parents et soignants face à l'éthique en pédiatrie. S'intéresser aux erreurs, toutes les erreurs, même celles qui n'ont pas de conséquences, les travailler, les expliquer, les décortiquer, peut contribuer à les réduire.